Bien, on va effectivement attaquer la première table ronde dans l'après-midi. J'espère que la chaleur et la digestion ne font pas nous endormir. Je pense que ça va pour le moment. Donc, on a une table ronde qui a pour thème mutualiser les compétences, l'emploi pour coopérer. Alors, on a à cette table ronde, et je leur remercie de leur participation, trois intervenants. On a à ma droite Isabelle Léaumont de l'UNIOPS, mais qui intervient aussi au nom de l'URIOPS quelque part. Stéphane Veillère, qui a aussi beaucoup de casquettes, mais qui va intervenir au nom de Copanam et de Bigre. Et puis Marie Deveau, qui représente Profession Sport et Loisirs et qui est située à La Rochelle. Alors pour cette table ronde, là on part bien d'un sujet précis qui est la question des compétences et les questions d'emploi. Donc on va suivre les conseils de Marion qu'elle a pu exprimer dans son intervention juste avant. On va d'abord pas parler de la question des questions techniques, c'est-à-dire quel est le modèle organisationnel, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas la bonne idée au départ. Et c'était d'abord de partir du fond, de vos besoins, de vos constats. Finalement, vous êtes trois acteurs assez différents. Vous êtes à la fois des têtes de réseau, des coopératives d'activité et d'emploi, des groupements d'employeurs. Et donc, finalement, vous êtes tous des structures un peu différentes. Mais avant d'être ce type de structure, j'imagine que vous avez dû faire des constats. Et c'est une première phase de questions que je voudrais vous poser. Je vais peut-être commencer par Marie. Marie, sur ces questions d'emploi et de compétences, vous, au niveau de La Rochelle, vous êtes parti d'où, en fait? Alors, on est parti d'un programme ministériel. On était à l'époque aux prémices de la professionnalisation dans le secteur sportif. Et l'État avait sollicité ses services déconcentrés pour monter des associations départementales ou régionales en vue d'accompagner la professionnalisation. Et l'un des premiers constats qui s'est fait dans le secteur d'activité donc du sport et des loisirs, c'est un très fort un très fort émiettement des besoins de compétences liés à la saisonnalité, alors qui plus est à La Rochelle, liés aussi à la faiblesse des moyens financiers des associations et petites associations sportives notamment, un territoire très rural aussi chez nous. Et donc avec une professionnalisation qui se faisait sur des missions d'encadrement, des diplômes, des métiers réglementés, en plus une exigence de diplôme. Donc plusieurs problématiques qui faisaient qu'on était vraiment sur des morceaux d'emploi, avec en face des diplômes qui coûtaient très cher, des brevets d'État au BPGEPS sur 1 an ou 2 ans, et à la sortie, des jeunes qui avaient 2 heures, 3 heures d'emploi par semaine. Donc l'idée du ministère était de dire, vous allez travailler à la mutualisation. Mais on n'avait pas de cadre juridique pour le faire. Alors c'est très bien qu'on ne parle pas d'entrée des outils techniques, même si je vais y venir assez vite, parce que ça a été une des grandes problématiques de notre réseau profession sport. C'est-à-dire que nous, on est vraiment parti des besoins du terrain, et ce qu'on fait encore maintenant, en essayant d'apporter des réponses d'un côté aux professionnels du secteur, aux jeunes qui voulaient se former, avec des contrats en alternance, et de l'autre côté aux employeurs qui cherchaient des solutions sécurisées, déclarées, ce qui n'était pas une des spécialités du secteur sportif, d'avoir des emplois déclarés. Ça l'est maintenant. On a bien progressé. Il y a encore du travail. Donc il y avait un vrai enjeu de mutualisation, et on n'avait pas le cadre juridique en fait pour le faire. Alors on a cherché un moment, association intermédiaire, ça ne correspondait pas. L'État se désengageant un peu du dispositif, il devenait urgent de vraiment trouver une solution. Et en fait, j'ai atterri un jour dans une réunion à Poitiers avec des agriculteurs qui avaient monté des groupements d'employeurs. Alors ils m'ont expliqué ce qu'ils faisaient et j'ai compris qu'en fait on avait exactement la même problématique, émiettement, saisonnalité, un secteur fortement subventionné, vraiment beaucoup de similitudes. Et je me suis dit, pourquoi pas, essayons de faire un groupement d'employeurs dans le sport, et l'idée est partie de là. Ok, merci. On va continuer avec Isabelle pour laisser la parole aux dames d'abord. Isabelle, vous, alors la démarche est un peu différente puisqu'elle est à l'initiative de têtes de réseau, donc déjà des corps entre guillemets organisés sur ces territoires et qui se sont dit à un moment donné, il faut qu'on travaille sur ces questions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, alors l'UNIOPS, on se structure effectivement une tête de réseau dans le secteur social, médico-social et santé. Et on travaille vraiment avec les URIOPS qui sont sur les territoires, cette idée d'analyser ce qui se passe sur les territoires, que ce soit au niveau des acteurs associatifs, mais aussi des acteurs publics. Et grâce aussi à nos adhérents, nous essayons d'analyser un petit peu les évolutions sociales, sociétales qui impactent tous les acteurs d'un territoire. Et du coup, on a eu l'URIOPS, là je vais parler pour ma collègue qui aurait eu grand plaisir de venir témoigner elle-même et avec plus de... je m'excuse si je n'ai pas forcément tous les détails de l'expérimentation, mais je pourrais toujours vous donner toutes les informations après pour aller vous renseigner. Mais l'URIOPS Normandie-Caen, en 2009-2010, avec la CRES de Basse-Normandie, qui était aussi porteuse du DLA régional, ont l'habitude de travailler ensemble en tant que tête de réseau, avec des adhérents très proches, des problématiques très proches, et face au constat du vieillissement de la population, des évolutions réglementaires, mais également des problématiques d'emploi, se sont dit qu'il y avait quelque chose à tenter avec la RACT de Basse-Normandie, et en analysant les différents acteurs qu'ils connaissaient très bien, la CRES porte l'observatoire de l'ESS et du coup est vraiment un acteur central à ce niveau-là. Ils ont décidé d'aller essayer de se faire rencontrer des acteurs. Ils se sont dit on va essayer sur un territoire, donc là c'était le pays du bocage, et ont voulu, alors ça vient vraiment de la tête de réseau effectivement. Les acteurs ne sont pas venus solliciter initialement, mais vraiment, en tant que tête de réseau, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour se faire rencontrer des acteurs, leur montrer qu'ils avaient des problématiques assez similaires. Et du coup, c'est comme ça qu'a démarré l'expérience, et ils se sont aussi rapprochés des communautés d'agglos, ils ont des acteurs de l'emploi, les OPCA étaient concernés également, les syndicats salariés, les syndicats employeurs, et ils étaient aussi en lien avec la Directe. C'était un des financeurs, et donc c'était d'abord la première étape, c'était le diagnostic. Vu que ça ne partait de rien, il y avait un besoin d'un diagnostic à faire, et du coup ça c'était d'ailleurs, il y a une capitalisation sur ce diagnostic qui a été faite par le DLA, porté par l'UNIOPS, qui permet d'analyser un petit peu ce diagnostic qui a été sur 2 ans et à montrer les besoins que les acteurs avaient. Ce diagnostic a permis aux acteurs de se rencontrer et de poser les bases d'un plan d'action pour la suite. Et juste pour préciser, les besoins, c'était quelques besoins qui étaient identifiés Alors, très globalement, besoin de mutualiser les emplois évidemment, mais besoin de mutualiser les formations, de développer la coopération entre des acteurs du public comme du secteur associatif et des collectivités publiques. Voilà. Et du coup, voilà. Et donc en fait, ce diagnostic a posé donc ces besoins, et 3 groupes de travail ont été montés à partir de là pour mettre en place ce plan d'action où c'était vraiment les associations qui se réunissaient. Alors évidemment, le pilotage était tenu par l'URIOPS et par la CRES et par la RACT, qui s'étaient répartis les groupes. Mais c'était vraiment l'idée de ces 3 pilotes, c'était de permettre aux acteurs de se saisir de cette démarche et ensuite de monter elles-mêmes. Quelque part, les têtes de réseau ont essayé juste d'être l'allumage de la suite.
Et effectivement, après, il y avait quand même, il y a eu, ça a été souligné, hein, la coopération, ça demande du temps, la coopération, ça demande, voilà, ils ne pensaient pas, les pilotes au début, qu'ils allaient devoir d'être aussi sollicités en fait, mais effectivement, pour le début, c'était pour motiver un petit peu les acteurs qui ont été très intéressés, puis après, avec le quotidien, pris dans les EHPAD, pris dans leurs obligations professionnelles, pouvaient un petit peu lâcher. Donc effectivement, quand on est un peu pilote de ce genre de choses, il ne faut pas hésiter à être un petit peu au charbon et à prendre du temps pour remobiliser. Et à un moment, après, ça prend. Et le rôle là-dedans, j'imagine, des collectivités locales a aussi été important parce que c'est aussi une locomotive qui pousse, qui... Oui, alors, alors principalement au niveau des agglos. Et puis au niveau des acteurs de l'emploi des territoires, ils ont été très moteurs. Au début, ils ont un peu regardé en se disant bon, qu'est-ce que c'est, et après, quand ils ont compris, quand le diagnostic a été posé pour la phase de mise en place du plan d'action, là, ils ont participé à toutes les réunions, ils ont été très attentifs sur ce que ça pouvait donner. Voilà. Après, donc tout ça, il y a eu ces différentes phases. Je vous épargne les détails pour l'instant pour y revenir si nécessaire, mais du coup, ça a permis, les acteurs ont décidé eux-mêmes de créer une association d'associations. Ah, ça, on arrive dans le juridique. Oui et non. Je vous redonnerai la parole si ça vous va. Bon, allez. Stéphane, alors vous êtes travaillé à la base à Copenhague. Oui. Vous avez rencontré des gens qui s'appellent SMAP, qui sont principalement en Belgique, mais pas que. Ils sont un peu partout, je crois, en Europe. Copenhague, à l'origine, c'est justement une coopérative d'activité d'emploi, donc déjà il y a le terme d'emploi. Et vous avez voulu aller plus loin en créant Bigre, mais sur quel besoin et quel lien avec la question d'emploi finalement? Alors, c'est marrant parce que ce thème-là, on en a un peu parlé avant de venir ici avec Jean-Baptiste. La question de la mutualisation de l'emploi, c'est vrai qu'elle est au cœur du projet même des coopératives d'activité d'emploi. Mais elle est devenue, c'est quelque chose avec le recul qu'on a peut-être un petit peu oublié, mais c'était absolument pas le propos des coopératives d'activité d'emploi au départ. Ça l'est devenu petit à petit. Au début des coopératives d'activité d'emploi, on était vraiment sur quelque chose qui était un simple dispositif d'hébergement transitoire et de protection de gens qui avaient vocation à ne faire que passer dans la coopérative parce qu'ils allaient créer une entreprise individuelle. Et donc on avait constitué ces coopératives d'activité sous la forme de scopes, mais c'était fondamentalement des scopes d'accompagnement, des scopes dont les associés étaient les accompagnateurs qui fondaient et qui animaient ces scopes-là. Les usagers, entre guillemets, entrepreneurs qui étaient à l'intérieur, n'étaient pas associés à la coopérative, ils ne faisaient que passer, c'était des usagers. Et puis à un moment donné, mais ça a mis 10 ans, entre le moment où a été créée la première coopérative d'activité d'emploi et le moment où on a commencé à évoluer un petit peu, il s'est passé 10 ans. Au bout de 10 ans, les personnes qui étaient dans des postures entrepreneuriales dans les coopératives se sont mises à commencer à dire « mais nous, on ne veut pas repartir, on veut devenir associé de la SCOP ». Et à partir du moment où, en effet, on a commencé à les intégrer au sociétariat, c'est un peu juridique, je suis désolé, mais voilà. À partir du moment où on a commencé à les intégrer au sociétariat, on s'est rendu compte... C'est les hommes qui ne jamais les règles, ces dames, elles sont beaucoup plus efficaces. Je suis désolé. À partir du moment où, en effet, ces personnes ont commencé à devenir associées, ça a changé profondément et fondamentalement la nature de ces coopératives, qui sont passées finalement de coopératives d'accompagnement à des entreprises partagées, mutualisées entre tout un tas de personnes qui avaient des métiers différents, mais qui finalement mutualisaient un même outil de travail. Et donc on est rentré dans ce sujet de la mutualisation des emplois, finalement assez tard, et petit à petit, par une forme de mouvement de réappropriation de l'outil, réappropriation de la SCOP. Alors quel peut être l'objet de la SCOP à partir du moment où c'est plus une SCOP d'accompagnement, mais que c'est une entreprise
qu'on se partage entre professionnels ayant des activités très différentes les unes des autres, ben, c'est justement sans doute un objet qui est un objet de construction, de protection sociale, de solidarité sociale mutuelle. Et c'est là que j'ai fait, dans un deuxième temps, enfin même dans un troisième, dans mon histoire, la rencontre avec notamment Smart, c'est que cette tradition qu'on avait développée, enfin cette histoire qu'on avait développée en France de coopératives d'activité d'emploi, qui finalement avait permis la construction d'entreprises assez originales, quoi, qui développaient à la fois l'éducation populaire et la coopération, a rencontré une autre histoire qui était belge, celle-là, pas drôle forcément, mais belge, qui était celle de Smart, qui était plutôt centrée sur les artistes, qui était assez peu coopérative, mais qui par contre avait finalement, en partant plus ou moins des mêmes idées, développé quelque chose qui était plutôt de la mutualité, de la mutualisation de risques, des effets de masse qui permettent des rapports de force avec les donneurs d'ordre. Et Bigre est né finalement de cette prise de conscience qu'en croisant l'histoire belge de Smart, avec sa dimension mutualiste, sa dimension syndicale, et l'histoire française des coopératives d'activité d'emploi, avec son histoire coopérative et avec son histoire d'éducation populaire, on pouvait sans doute créer quelque chose qui était une forme d'organisation nouvelle, dans laquelle on ferait converger toutes ces différentes logiques, avec un objet qui est en effet, encore une fois, essayer de faire en sorte que des travailleurs autonomes se protègent les uns les autres dans la durée, une vraie liberté de gagner leur vie librement avec leur travail. Ok, donc le besoin, il tourne autour finalement de la question de la protection des salariés, finalement de leur qualité de vie au travail, et puis de la mutualisation de solidarité. De la qualité de vie au travail, sachant que la qualité de vie au travail, dans notre cas, faut franchir un pas en arrière. C'est d'abord gagner sa vie. C'est d'abord générer un revenu. Et générer un revenu pérenne, stable, et qui aussi permet de générer une protection sociale qui va avec. Et oui, exactement. C'est se faire travailler les uns les autres, se protéger nos parcours mutuellement, mutualiser du risque, mutualiser de la formation, mutualiser de l'accompagnement. Oui, parce que c'est intéressant, et souvent on a une approche où finalement les associations pensent d'abord à leur structure et répondent à des besoins qui sont liés à leur structure, et en fait, par essence, qui est la coopérative d'activité d'emploi, vous pensez d'abord à vos coopérateurs, quoi, donc, et à vos salariés, voire aux gens qui sont dans la profession. Donc j'ai envie de dire que le prisme, il est un peu différent, on prend par une autre orientation. Alors moi, je suis issu d'une tradition intellectuelle qui est plutôt celle de l'économie sociale, et je suis assez attaché à un principe qui s'appelle la double qualité. Donc, dans une organisation d'économie sociale, le OULA bénéficiaire, et c'est aussi le OULA sociétaire ou adhérent, c'est un principe qui est quand même assez fort. Et de ce point de vue-là, moi, je ne ferai pas de différence finalement entre une forme juridique associative ou une forme juridique coopérative. C'est ce qu'on en fait après qui fait évoluer les choses. Je connais des scopes dans lesquels il y a 3 associés qui font fonctionner une entreprise de 150 personnes. Ça existe aussi. C'est complètement contraire à l'esprit de la SCOP, et pourtant légalement c'est possible et ça existe. Je parlais juste sur l'identification des besoins, je ne dis pas du tout que les associations ne pensent pas à leurs salariés, mais en tout cas il y a une vision en tout cas qui est de dire nous on est vraiment au service de nos coopérateurs, de notre public, et souvent dans les associations le public c'est quelqu'un d'extérieur, et donc comment on fait pour à un moment donné faire qu'une association d'aide à domicile et encore demain des salariés parce qu'il y a un problème d'attractivité de ce secteur, etc. C'est pas du tout la même approche que de dire comment je fais que pour moi les gens qui travaillent chez moi peuvent continuer à travailler parce que des adhérents. Oui, oui. Et donc bien sûr qu'une association ou une coopérative responsable réfléchit aux 2 aspects-là, mais je voulais juste souligner le fait qu'à un moment donné on pouvait travailler par ces 2 biais et donner des idées aussi dans ce sens-là, et c'était aussi le thème de la conférence, la question de qualité de vie. Jean-Baptiste, la double qualité, en l'occurrence, dans une association, ce ne serait pas que les salariés soient adhérents, ce serait que les usagers le soient. Et aussi, voilà, oui. Surtout. Alors, on va pas rentrer dans le point des gouvernances futures des associations partagées entre les bénévoles, les salariés et les bénéficiaires, mais c'est un autre sujet. Mais merci. Juste peut-être dernière petite question pour les tours de table. Alors effectivement, au sein d'une coopérative d'activité d'emploi,
Est-ce que tu peux identifier finalement s'il y a des sujets sur lesquels il y a une mutualisation forte au sein des coopératives d'actifs d'emploi, et donc à la fois les services que donne la coopérative, mais entre entrepreneurs, entre coopérateurs, est-ce qu'il y a des sujets que tu pourrais identifier qui sont des bonnes pistes de collaboration pour des associations entre elles Oui, mais je crois qu'une bonne grille d'interprétation des coopératives d'activité, c'est de se dire qu'il s'agit de lieux où, en effet, on essaye de favoriser de la mutualisation, de la mutualité et de la coopération un peu à tous les étages. Donc c'est très divers. La coopération peut se faire, en effet, entre membres directement. On peut choisir de travailler ensemble de manière pérenne, de manière temporaire. Le plus souvent, d'ailleurs, ça commence par du temporaire. Tiens, si on répondait à un appel d'offres ensemble, on se connaît à peine, on apprend à travailler ensemble, puis peut-être que ça peut déboucher sur des activités communes, des marques communes. Ça peut, voilà, il y a 1000 possibilités, et finalement, tout ça est très simple et très souple, puisqu'on est en train de partager le même cadre juridique, économique, social. Donc on peut le faire assez facilement. On peut mutualiser du matériel. On avait un collectif de on a toujours un collectif de photographes qui a depuis très longtemps organisé une mutualisation de matériel entre eux et d'un studio. Et puis on peut imaginer, alors c'est surtout ça, moi, qui me semble intéressant, c'est peut-être moins spectaculaire, mais d'un point de vue de la force de frappe, c'est plus intéressant, c'est de voir comment est-ce que, en tant qu'associé, globalement, on investit la coopérative pour qu'elle puisse mettre en place des actions de mutualisation à échelle de l'ensemble de la coopérative. Et de ce point de vue-là, c'est sans doute ce que les coopératives d'activité ont construit de plus intéressant ces dernières années. C'est des mécanismes de garantie des salaires, d'avance de trésorerie mutuelle, de prise de risque, etc. Alors, tant qu'on ne rentre pas dedans, on ne les voit pas, c'est assez peu visible, mais en fait, c'est extrêmement puissant et c'est très protecteur pour les gens, et ça repose sur de la mutualité qui est organisée à échelle de 100, 150, 200, 300 personnes. Merci, déjà bravo à tous les trois. On n'est qu'à la première partie de table ronde, on a passé 20 minutes sans parler de structure, ou quasiment pas. Du coup, on va pouvoir y aller dans le dur. Et donc, Marie, du coup, dis-nous pourquoi vous avez monté un groupement d'employeurs et présente un peu ce que c'est un groupement d'employeurs, parce que tout le monde ne connaît pas. Voilà, donc, Alors, sur le papier, vous allez voir, c'est assez simple, sur le principe. Déjà, on distingue aujourd'hui 3 types de groupements d'employeurs. Ce qu'on appelle les GEC, les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification, donc, qui font que de l'emploi en alternance et principalement de l'apprentissage des contrats de pro. Et après, les groupements d'employeurs classiques avec 2 formes. Une forme fiscalisée complètement, secteur marchand, et l'autre forme qui est celle à laquelle appartient mon groupement d'employeurs, secteur non marchand. Ces deux sortes de groupements d'employeurs se distinguent de par leurs adhérents. L'un a des adhérents tout secteur, mais surtout essentiellement secteur marchand. Les autres, essentiellement associations, collectivités, établissements publics. Avec plus récemment la loi Montagne qui a ouvert vraiment les groupements d'employeurs aux collectivités, ce qui a fait une évolution importante. Alors, fonctionnement simple, en triangle. Le groupement d'employeurs, qui est la plupart du temps une association loi 1901, emploie donc un salarié, plusieurs salariés, et via un contrat de travail, donc l'embauche, le paye à la fin du mois, comme tout employeur, et le déclare. Il met ensuite ce salarié à disposition, donc d'un ou de plusieurs adhérents, par une convention de mise à disposition. Donc, d'un côté, le groupement d'employeurs paye le salarié, et de l'autre côté, il en refacture le coût, le salaire et les charges et ses frais de gestion à ses adhérents. Vous voyez que c'est simple. Ce qui est compliqué, plus compliqué, c'est qu'en fait, on n'a pas un cadre juridique socle du groupement d'employeurs. Il faut qu'on aille chercher l'ensemble de ce qui fait le groupement d'employeurs dans les multitudes de textes qui existent, le droit du travail et autres. Et à chaque fois, on demande des interprétations parce que c'est jamais très clairement défini. Est-ce que ça concerne vraiment les groupements d'employeurs? Des fois, on parle de groupement, mais est-ce que c'est les groupements d'employeurs? Donc, dans l'application, c'est pas toujours aussi simple que le schéma d'origine le prévoit. Le point important aussi du groupement d'employeurs, c'est qu'il y a un principe de solidarité entre les membres. C'est-à-dire que c'est pas uniquement
la consommation. On parle des fois d'entreprises d'intérim. Non, là, on a vraiment un principe de solidarité entre les membres, de tous les membres du groupement, des dettes sociales et fiscales du groupement. Alors pendant longtemps, c'est ce qui a effrayé les collectivités territoriales qui n'intégraient pas les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, justement, la loi permet d'organiser en fait la solidarité du groupement, de la sécuriser. Et ce qui était à l'origine la pratique, c'est-à-dire que 2 ou 3 employeurs, et notamment dans le secteur agricole, se partageaient un salarié. Aujourd'hui, on en est un peu revenu. On a vu que ça allait même des fois à l'encontre même de la professionnalisation. Et on est plutôt vers des groupements d'employeurs de grande taille, de manière à justement organiser la solidarité entre les membres. Nous, il n'est pas question que le judo du sud du département soit responsable des dettes de la gymnastique volontaire de départements plus haut, pour faire un schéma simple. Donc il fallait absolument organiser ça. Voilà donc pour un schéma simple du groupement employeur. L'avantage pour les salariés, on est dans un secteur, je vous l'ai dit, où les besoins de compétences sont très émiettés. Les éducateurs sportifs, les animateurs, ils travaillent souvent auprès d'un club, une collectivité territoriale, un centre de loisirs. Des fois, ils changent chaque jour de la semaine. Des fois, ils interviennent dans 2-3 endroits différents, même par jour. L'idée, c'est qu'ils aient qu'un seul employeur, un seul contrat de travail. Ça permet aussi d'aller favoriser, bien sûr, le contrat à durée indéterminée, mais ça permet aussi d'aller sur toutes les formes d'emploi, des emplois aidés, ou parfois des toutes petites associations ne pourraient pas prétendre à un contrat de type CAE ou même les contrats d'avenir. Là, l'enjeu pour nous sur les contrats aidés, c'était de démontrer l'intérêt de partager l'emploi dès le départ, ce qui est un enjeu de consolidation, bien sûr, pour la suite, et donc d'amener l'ensemble des partenaires sur ces types de contrats, y compris des contrats en apprentissage. Il y a un enjeu très important pour nous aujourd'hui. Vous parliez de formation bi- ou tri-qualifiante. Évidemment, en face, l'intérêt, c'est d'avoir 2-3 structures adhérentes qui vont se partager l'emploi et qui vont utiliser les différentes compétences de ces salariés. Voilà, donc dans les avantages pour le salarié, pour les adhérents, évidemment, c'est le partage des coûts. Alors, ce n'est pas une recette miracle, le groupement employeur. C'est souvent présenté aujourd'hui comme voilà, on n'a pas assez d'argent pour employer quelqu'un, donc on va créer un groupement employeur. Non, c'est pas du tout aussi simple que ça. Il y a beaucoup d'échecs au montage. Donc aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'inciter à la structuration de ces groupements employeurs en disant qu'il faut que ce soit des structures organisées, professionnalisées. L'intérêt, pour nous, dans le secteur associatif, pendant des années, avec ces fameux emplois aidés, on expliquait par rapport à la consolidation que le projet associatif, ça ne devait pas être l'emploi. C'était un peu difficile de leur faire comprendre ça parce qu'en fait, ils étaient souvent piégés sur la consolidation et le maintien de cet emploi. Le groupement employeur, ça leur permet vraiment, on va dire, d'externaliser une partie des contraintes de la mission d'employeur, notamment l'aspect juridique et administratif. Nous, on leur laisse que l'aspect organisationnel, comme on organise l'emploi sur le terrain, quelles sont les missions en fait, du salarié, et ça leur permet vraiment de se concentrer sur leur projet. La question qu'on leur pose vraiment, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de ce professionnel, qu'est-ce que vous attendez de ses compétences. Pour le reste, c'est le groupement employeur qui s'en charge. Donc c'est vraiment facilitant en fait pour notamment les petites structures associatives. Aujourd'hui, là, dans ton association, alors c'est combien de salariés si on dans le détail, combien d'associations qui adhèrent et quel coût ça a pour une structure finalement? Alors, d'abord le réseau Profession Sport, parce que maintenant il y a une fédération nationale, c'est 70 associations en France, donc beaucoup de groupements d'employeurs. Le mien, il couvre plusieurs départements, anciennement la région Poitou-Charentes. Donc c'est 200 salariés, un peu plus de 500 adhérents, donc avec de plus en plus, comme je disais, les collectivités, notamment sur les enjeux des temps d'activité périscolaire, des activités de loisirs, le centre de loisirs qui se développent aujourd'hui. Et c'était quoi là? Qu'est-ce que tu m'as demandé? Le coût. Le coût, combien ça coûte pour une association qui est adhérente et qui fait appel au service, qui a d'abord une cotisation, mais aussi après une prestation à l'acte, non?
Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on est des structures pratiquement autonomes dans le fonctionnement, même on reste accompagné par des partenaires publics. Le coût, c'est celui du salaire et des charges, plus effectivement celui des frais de gestion, qui reste très abordable, qui n'impacte pas réellement le coût de l'emploi. En tout cas, face aux enjeux de la sécurisation et la consolidation des emplois, la plupart des associations adhérentes sont convaincues. Donc c'est simplement une économie, mais une économie de combien? Enfin, tu m'as pas dit qu'il y a un pourcentage du salaire, c'est quoi, 5%, 10%? Non, c'est un tarif horaire. Chez nous, c'est un tarif horaire. Voilà, c'est l'heure de mise à disposition. En fonction du nombre d'heures, ça va de 1 à 2 euros de l'heure de frais de gestion. Ok, merci. Alors Stéphane, maintenant tu peux nous parler, pourquoi Bigre alors, d'un point de vue juridique, et quel est son projet? Bigre n'existe pas d'un point de vue juridique, donc comme ça, le problème est... C'est une solution juridique. Oui, c'est une solution juridique, c'est-à-dire que il y a eu un vrai choix qui a été fait de ne pas structurer, de ne pas incarner juridiquement l'intégralité du projet. C'est-à-dire de se dire c'est un périmètre mou dans lequel vont se développer un certain nombre de projets qui, eux, vont être coopératifs ou associatifs ou entrepreneuriaux de manière un petit peu plus classique. C'est plus une dynamique commune, un mouvement commun qu'autre chose. Moi, je ne désespère pas un jour que Bigre prenne une vraie forme juridique au travers d'une mutuelle de livre 3, ce qui serait assez rigolo d'un point de vue de l'innovation juridique, parce que c'est vrai que la mutualité elle est beaucoup utilisée dans le domaine sanitaire et social et de la santé, voilà. On peut sans doute imaginer dans le code de la mutualité aujourd'hui des formes de mutuelles sur des sujets complètement différents. Et l'idée de Bigre, c'est sans doute de préfigurer une forme de mutualité de travail. Donc pourquoi pas une forme juridique de mutuelle un jour pour rassembler des personnes qui, avec des mécanismes mutualistes, se protégeraient les uns les autres, une capacité à gagner leur vie à ce qu'ils ont envie de faire. Oui, parce que tout ce projet-là, il tourne finalement pas la question de l'ubérisation de la société, mais bon, vous êtes sur des nouveaux métiers dans un certain nombre de cas, ou des métiers sur lesquels il n'y a pas de protection, ou c'est des travailleurs indépendants, et c'est comment on réinvente le travail, une certaine forme d'indépendance, tout en créant des solidarités, on est d'accord? Ouais, mais le thème de... Alors, l'ubérisation, elle a au moins un mérite, c'est qu'elle est venue mettre un nom sur quelque chose qui est beaucoup plus ancien, et qui est le sujet des coopératives d'activité et d'emploi depuis très longtemps, quoi, hein, qui est... finalement, comment est-ce qu'on aborde cette question du développement du travail indépendant précarisé? Il y a quand même eu, depuis le milieu des années 90, une promotion, y compris politique, assez forte du développement de l'entrepreneuriat individuel, du micro-entrepreneuriat, puis de l'auto-entrepreneuriat, voilà. Et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de voix pendant très longtemps pour dire attention, ce développement-là n'est pas forcément bénéfique économiquement. C'est aussi quelque chose qui précarise énormément les gens. Et donc, on doit penser à la reconstitution de collectifs. Peut-être qu'on a envie de devenir freelance, peut-être qu'on a envie de... Oui, il y a une forme de contrainte aussi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que d'être freelance aujourd'hui? Est-ce qu'on n'a pas besoin de reconstituer des collectifs pour se redonner collectivement du poids vis-à-vis des donneurs d'ordre, pour se reconstituer des solidarités sociales, pour se raccrocher au régime général de la sécurité sociale? Nous, c'est ce qu'on a fait dans les coopératives d'activité d'emploi. Le sens de ce qui se passe, oui, est sans doute celui-là. Mais voilà, c'est une question qui finalement a 25 ans. L'irruption d'Uber et finalement le fait que des plateformes collaboratives captent ce travail indépendant et captent la valeur qui est créée par ce travail indépendant, et en profitent,
est venu en effet mettre un éclairage très intéressant sur une question qui finalement est assez ancienne. Donc oui, Bigre répond à ça. C'est une démarche qu'on a engagée, en tout cas dans cet esprit-là, vraiment en se disant l'émergence de toutes ces formes d'emploi typiques, de ces zones grises de l'emploi, de toutes ces personnes qui ne sont pas ni salariés temps plein classique avec un lien de subordination classique, ni indépendants classiques comme pouvait l'être Tonton qui était commerçant. Tous ces gens qui représentent 10% de l'emploi, on en fait quoi? Voilà, on en fait quoi? Ils ont quelle protection sociale? Ils s'organisent comment? Ils ont quel pouvoir de négociation vis-à-vis de leur donneur d'ordre? C'est ça qui légitime Bigre. Donc, avec une réponse qui est finalement une bonne vieille réponse d'économie sociale, inventons une forme de groupement de personnes nouveau qui remélange de l'action syndicale, de la coopération de travail, peut-être d'autres formes de coopération, puis aussi de la mutualité pour se protéger. Et une petite question subsidiaire, ce qui est possible autour de personnes physiques, sur réinventer des nouveaux modèles pour accompagner les évolutions économiques, sociétales, etc. Quel pourrait être le format pour les personnes morales? C'est-à-dire comment des associations peuvent aussi créer des nouvelles formes de solidarité, puisque c'est ça au final, entre elles, quoi. Le raisonnement, je ne sais pas répondre à ça. Et on reviendra à une question de solidarité qui est au centre. De coopérer, oui, mais pour quelle solidarité, quoi? Avec quelle solidarité? Il y a des ensembliers qui seraient... Oui, moi je ne sais pas répondre directement à ça, mais c'est vrai que le raisonnement de Bigre, quand je parle de mutuelle de travail, c'est qu'on s'adresse directement aux individus. Mais il est évident que cette démarche-là, elle entraîne aujourd'hui plutôt des organisations structurées. Et déjà, dans Bigre, on trouve des coopératives, on trouve des associations, on trouve des SAS, etc., qui elles-mêmes regroupent ou rassemblent de différentes manières, selon différentes modalités, des membres autonomes. Donc, on est un peu à l'intersection des deux, c'est-à-dire on est dans cette volonté finalement de créer un mouvement de personnes assez large, qui sont les membres de ces structures, mais aussi, pourquoi pas, d'inventer des formes de mutualisation entre les organisations elles-mêmes. Pour l'instant, ce n'est pas un bon succès. Bon. Isabelle, alors vous n'avez pas voulu faire un groupement d'employeurs. Alors, tout pourquoi, et dites-nous finalement quelle était la solution retenue. Alors, je vais repartir juste pour, pendant les 2 ans, après le diagnostic, se sont passés 2 ans où les associations donc, se sont réunies, en comité de pilotage avec tous les acteurs impliqués, mais également par 3 groupes, comme je le disais tout à l'heure, 3 groupes de travail qui étaient spécifiquement 1 sur la formation, 2 sur la mutualisation des emplois, la fidélisation des CDD et les parcours professionnels, et en 3 sur la coopération entre les acteurs de santé sur le territoire concerné. Ça a permis, pendant ces 2 ans et ces groupes, ça a permis aux acteurs, déjà d'apprendre à se connaître, parce que c'était quand même le pays du bocage, donc globalement, on pourrait croire que c'est pas un énorme territoire, mais globalement, on s'aperçoit que quelle que soit la taille d'un territoire, des acteurs, même d'un même secteur, ne se connaissent pas forcément, ou au fil des années développent un sentiment de concurrence, de peur de concurrence entre eux, des choses comme ça. Donc en fait, rien que d'être dans des groupes de travail pour poser leurs besoins et leurs inquiétudes, ça a permis de démontrer qu'ils avaient tous les mêmes et qu'ils n'étaient pas forcément dans de la concurrence, mais que ces besoins en fait mis sur la table, il y avait quelque chose à faire peut-être pour s'entraider, coopérer ensemble en fait. Et du coup, voilà, ces groupes ont mis en avant donc ces difficultés et les besoins communs. En gros, les difficultés de recrutement sur certains métiers, surtout dans la santé, les problèmes de reclassement des salariés, les départs à la retraite, le manque d'attractivité d'un territoire. Et ça a permis donc, du coup de poser sur papier ce qu'ils avaient en tête, ce qu'ils avaient peur, mais ce qu'ils n'avaient jamais partagé. À partir de là, pendant ces 2 années, l'URIOPS et la CRES leur ont fait présenter les différents possibles de coopération
il leur a été présenté, il y a un groupement d'employeurs qui est venu pour présenter sa démarche, il y a un GCSMS qui est venu pour présenter aussi sa démarche. Tu peux juste donner le nom de l'acronyme? Du GCSMS, alors c'est le groupement de coopération sociale médico-sociale. Voilà. Et donc voilà, ils ont eu ces présentations. Quelque part, alors, ils y avaient aussi, les pilotes aussi avaient un petit peu la pression sous-jacente de la directe qui était quand même financeur, d'aller vers un groupement d'employeurs qui était quand même la structure reine, un petit peu la démarche qui était présentée partout. Quoi. La directe poussait clairement vers un groupement d'employeurs. Sauf que l'idée quand même des deux pilotes, que ce soit la CRES et l'URIOP, c'était quand même de tout faire pour que les acteurs qui étaient impliqués se saisissent de tout ça et décident d'elles-mêmes. Les pilotes ont vraiment essayé de ne pas influencer. Et donc voilà, donc c'est comme ça, c'est pour ça qu'ils ont fait une présentation de toutes les... ils ont demandé à des acteurs différents de venir présenter. Donc ils ont vraiment... Voilà. Et au terme de ces 2 ans, les associations ont décidé donc de créer une association d'associations et pas un groupement d'employeurs ou un GCSMS. Alors, plusieurs raisons à ça. Le groupement d'employeurs, quelque part, était limité à la mutualisation d'emploi, alors que l'on voit que les 3 groupes de travail étaient aussi sur de la mutualisation de formation, sur la coopération sur le territoire, et que finalement, c'était les 3 objectifs, les 3 actions qui ont servi à monter le projet associatif de cette association. Donc, quelque part, ils avaient besoin d'aller plus loin que juste de la mutualisation d'emploi. C'était la mutualisation de formation et la coopération. Évidemment, ils partaient de rien, donc c'était vraiment quelque chose qu'ils créaient. Ils ont eu peur aussi de créer une usine à gaz. Donc, ils se sont dit, on va partir sur une association qui semblait moins lourde à porter. Il n'y avait pas obligatoirement au début besoin d'un salarié. Ce sont les directrices, je parle directrice parce que c'était quand même beaucoup le féminin l'emporte dans ce secteur. Donc voilà, du coup, c'était les directrices des EHPAD, etc., de chaque association concernée qui se réunissaient régulièrement et qui décidaient, voilà, par le COPIL, qui décidaient de comment faire. En allant un peu plus loin dans le temps, ils ont été obligés d'embaucher une chargée de mission parce que les actions marchant plutôt pas mal, et pour permettre à cette association et aux actions portées de se développer, d'avoir une chargée de mission à plein temps. L'association qui a été créée à partir de 8 structures, qui étaient donc 2 structures du champ de l'aide à domicile, un centre de salariés infirmiers, une structure de l'insertion par l'activité économique et 4 EHPAD. Mais en même temps, pour permettre justement la coopération sur le territoire, ils ont en même temps créé une charte de l'association qui a permis en fait d'accueillir dans une coopération d'autres acteurs, des acteurs publics, qui n'étaient pas forcément... Et ça... alors, je recherche un petit peu pour les détails de la charte, parce que j'ai pas toujours tous les détails. Bon, je ne retrouve pas, mais j'y retournerai. Une charte d'intervention, concertée. Et là, il y avait 16 structures ou acteurs de santé du territoire. Et donc, cette charte avait pour objet d'initier un partenariat entre les acteurs du territoire du pays du bocage qui interviennent auprès des personnes dépendantes à domicile et en établissement pour favoriser donc la coordination. Donc voilà, là, quelque chose d'un peu plus large, mais ça permettait, Et en fait, depuis cette signature en 2015, la charte reste ouverte à tous ceux qui veulent la rejoindre. Donc du coup, il y a de plus en plus de structures qui sont venues signer cette charte. Ça a été aussi l'occasion de créer, d'être interpellé par l'ARS et donc de demander à l'ARS aux structures participant à la charte
de venir dans des groupes de travail pour présenter les actions de l'association, de cette coordination, de cette coopération. Voilà, donc pourquoi le groupement d'employeurs non trop limité, donc l'association semble... Aujourd'hui, l'association fonctionne et ces 3 missions qui avaient été identifiées à l'origine, elles sont remplies, c'est-à-dire qu'ils font un travail de formation en commun, pas de mutualisation d'emploi en direct, mais en tout cas un travail sur la question de RH, sur les postes. La mutualisation de formation marche très bien, vraiment a bien pris. Sur la mutualisation d'emploi, c'est un petit peu plus compliqué apparemment à mettre en place. Ils y arrivent un petit peu, mais vraiment c'est la mutualisation de formation qui a très bien démarré. Et à tel point qu'en fait, ils ont même... les OPCA, ils sont devenus des interlocuteurs directs des OPCA. Ils ont créé une formation sur le territoire, c'est une formation mutualisée autour des problématiques sociales des personnes accueillies ou accompagnées. Et les OPCA se retournent vers elles et travaillent en collaboration justement. Et ils ont aussi participé avec les OPCA et les acteurs du territoire à construire le plan de formation 500 000, là pour la Normandie c'est 150 000, et ils sont partie prenante de ça. Okay. Donc sur l'emploi c'est un peu plus, ça démarre un peu plus difficilement, mais pour autant ils ont quand même créé une CVTech. Donc ils essayent de partager les CV et les offres d'emploi. Ils essayent aussi, ils mobilisent également sur le dispositif service civique, service civique, je vais me faire taper. Voilà, donc du coup, ils essayent toujours au niveau de... En fait, dans un but vraiment d'attractivité du territoire. C'est vraiment finalement quelque chose qui les mène en principe sur leur projet associatif. Merci. Il nous reste encore une dizaine de minutes avant les questions-réponses, donc des interventions un peu plus courtes. Marie, je voulais juste éventuellement que tu nous dises quels sont les points de vigilance quand on monte un groupement d'employeurs. Et puis aussi, tu nous parles en 2 mots du projet que vous avez au niveau national sur la mutualisation d'outils informatiques RH. Il me semble que c'est un sujet qui est intéressant. Alors, il y aura une table ronde digitalisation, mutualisée sur la digitalisation, mais comment sur les questions d'emploi. Alors, juste avant, quand même, rapidement, dire qu'effectivement, le groupement d'employeurs, pendant longtemps, était limité aux activités de mise à disposition, ce qui n'est plus le cas maintenant depuis de nombreuses années. Et juste avant, je voulais revenir sur la spécificité de notre secteur, mais qui en concerne beaucoup d'autres, et sur le titre. Mutualiser les compétences et l'emploi pour coopérer. Dans le secteur sportif, en fait, ça n'a pas été ça du tout au départ, le démarrage. C'était mutualiser les compétences et l'emploi pour vivre. Imaginez-vous 2 clubs, ça va parler à tout le monde, 2 clubs de foot à qui on dit vous allez vous partager le même éducateur sportif. Il y a 10 ans de ça, vous imaginez un peu comment vous nous regardez avec des yeux ronds et se dire non mais c'est pas possible, ils se moquent de nous. Donc il y a eu un long travail pédagogique d'évolution. Et aussi, ça nous a amené, et c'est peut-être là aujourd'hui les enjeux de la réussite d'un groupement d'employeurs, à sortir des logiques de branche, même des logiques disciplinaires, pour aller travailler plutôt sur les territoires. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu des groupements d'employeurs, vraiment, il est là. Et c'est ce travail sur les territoires qui va emmener à la coopération. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, on y arrive. Mais... Ça revient d'ailleurs à la question des PTCE, donc des pôles territoriaux de coopération économique, où là, on est vraiment sur le territoire, sur des besoins économiques, mais finalement, c'est les mêmes enjeux sur les questions d'emploi, puisque les deux sont liés forcément. Exactement. Donc, ça a été vraiment un long travail, ça ne s'est pas fait comme ça. Alors, aujourd'hui, la vigilance de la création d'un groupement d'employeurs, je vous le disais, ce n'est pas une recette miracle, ça a été un phénomène de mode. Je crois que comme tous les projets, en fait, il faut qu'il y ait une réflexion autour du projet commun. D'abord, regarder est-ce qu'il n'y a pas des structures existantes qui pourraient répondre à vos besoins avant d'aller en créer une nouvelle, parce que c'est une nouvelle structure associative avec un coût, avec des contraintes de fonctionnement, etc. Donc c'est pas tant. On a compris qu'en Poitou-Charentes, il faut qu'ils viennent te voir. Ah mais partout en France, où vous voulez, pas de souci.
La Rochelle, il reste une belle ville. J'ai déjà vendu au monsieur là-bas. Donc, et alors non, effectivement, au-delà de ça, Profession Sport, c'est pas qu'un groupement employeur, et ça rejoint ce que vous disiez, c'est qu'en fait, assez vite, même si le groupement employeur, finalement, c'est une structure juridique, c'est un outil, un moyen de mise en œuvre sécurisée de l'emploi à temps financement partagé. Mais nous, on avait d'autres problématiques. D'abord, il fallait qu'on mette en adéquation les besoins et les compétences. Et puis, il fallait qu'on accompagne les dirigeants bénévoles des associations sur la professionnalisation, sur les outils juridiques, et d'un autre côté, qu'on accompagne les professionnels sur la formation. Alors aujourd'hui, on a différents services comme ça qui vont d'une e-bourse d'emploi qui permet de mettre en relation l'offre et la demande d'emploi pour toute personne du secteur, la mutualisation, mais aussi la formation professionnelle, la formation des bénévoles et des outils RH pour l'accompagnement, que ce soit de nos adhérents, nos salariés ou d'autres structures associatives que l'on accompagne. Et donc sur les outils, sur votre projet RH, là, d'outils RH, vous en êtes où maintenant? Pour l'ensemble du réseau? Oui, alors c'est vrai qu'il y a une démarche, mais qui vise vraiment plutôt à sécuriser notre démarche interne, parce qu'effectivement, il y a 10 ans de ça, moi j'avais 30 salariés, aujourd'hui c'est 200, on ne peut pas fonctionner de la même façon. On a eu un développement extrêmement rapide, parce que les métiers du loisir aujourd'hui se développent très vite, et avec l'obligation de développer des outils RH qui sécurisent notre démarche, qui l'organisent. Et puis on est obligé de le faire pour deux, c'est-à-dire qu'on le fait pour nous et pour nos adhérents, qui eux, voilà, quand on a un petit club qui a 50 licenciés ou 100 licenciés, il y a des problématiques qui ne peuvent pas l'impacter directement, pas concerner directement. Ok. Je repasse la parole à Isabelle et je finirai par Stéphane qui a parlé en dernier au départ, donc il pourra conclure avant les questions-réponses. Du coup, Isabelle, ce projet que vous avez mené, enfin que l'URIOPS, que la CRES a mené, aujourd'hui, c'est un projet qui est duplicable. Comment vous voyez les choses? Alors, mais comme ça a été soulevé par plusieurs de personnes dans tout le reste de la journée, la coopération, effectivement, il y a des outils, il y a des conseils de structures qui existent. Après, et l'UNIOPS et son réseau le portent, et c'est ce que s'efforce de présenter aux associations, mes collègues en URIOPS, quand elles les accompagnent à un changement, c'est que tout doit être fait un peu au cas par cas. Donc effectivement, c'est cette expérimentation, on appelle ça la GTEC, la gestion territoriale des emplois et des compétences, est très intéressante. Parce que ça montre à quel point des acteurs peuvent se saisir, on leur présente l'importance de coopérer ensemble sur un territoire, et après de voir comment ils s'en saisissent. Donc il y a quelque chose d'assez, je pense, vital même pour les structures d'un territoire à réfléchir à cela. Après, là, cette expérimentation qui a été très bien présentée, qui est devenue, cette association créée, est devenue partenaire des acteurs à part entière du territoire. Là, l'URIOPS, de la semaine prochaine, c'est tout récent, d'ailleurs c'est tout récent, l'URIOPS s'est sollicité pour aller à une réunion sur le territoire d'à côté, limitrophe, Sud-Manche, pour présenter, alors ça a été demandé par le pilote Maya du territoire, donc ce sont les personnes âgées, isolées, très isolées, qui présentaient cette démarche de GTEC et voir comment ça pourrait être justement peut-être dupliqué, sachant que c'est un territoire où il y a déjà un GCSMS qui regroupe 17 structures, mais qui souhaite étendre ses actions, étendre ses capacités de coopération avec d'autres acteurs, et sachant que le pays de la baie du Mont-Saint-Michel, qui a un financement européen, un FEDER, une de ses actions, c'est la mise en réseau.
Donc voilà, donc les deux acteurs, que ce soit l'AGLO, que ce soit donc le GSSNS, sont très intéressés de voir comment étendre la coopération entre les acteurs. Donc évidemment, ça ne sera peut-être pas créer une association, ça sera peut-être étendre les capacités du GSSNS avec d'autres acteurs, tout en respectant l'idée, c'est vraiment de respecter le projet associatif de chaque acteur qui souhaiterait venir partager ça. Voilà. Mais donc du coup, c'est à suivre. Avec le rôle de l'UNIA, ça va s'irriguer un peu dans tout le territoire, ce type de bonne pratique, en tout cas on peut l'espérer. On espère, on fait en sorte. D'ailleurs, comme je vous le disais tout à l'heure, sur la semaine prochaine, les acteurs ont été aussi sollicités, interpellés par Quorum du territoire pour leur dire allez à cette réunion qui risque d'être fort intéressante pour vous. Voilà, donc en fait, c'est la petite pub Quorum. C'est la petite pub réseau où finalement, quand on est tête de réseau et qu'on peut travailler avec d'autres têtes de réseau ou d'autres acteurs ça ne peut que donner des... Oui, en fait, sur ce type de projet, effectivement, quand on en a parlé ensemble, moi j'avais pas l'ensemble des parties prenantes, je savais pas que Quorum était partie prenante au niveau local, je savais pas qu'un de nos administrateurs, qui était aussi administrateur de l'ARACT, était partie prenante, donc on voit bien que finalement l'économie sociale, ça fonctionne sur des écosystèmes et que tout le monde se retrouve un peu partout, quoi. Stéphane, peut-être un mot de la fin pour conclure sur les perspectives de Bigre ou sur ce que t'inspire cette thématique, sur des conseils au public ou... Non, mais une carte libre, une carte blanche. Je sais pas si c'est un conseil, mais c'est vrai que... Alors, j'ai terminé ma dernière prise de parole en disant qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Oui, voilà, si je devais faire un petit retour de 3 ans maintenant sur Bigre, et encore une fois en définissant Bigre comme une dynamique commune à un certain nombre d'organisations, il y a des choses qui marchent très très bien en termes de mutualisation de compétences et des trucs qui n'ont absolument pas marché chez nous. Je ne dis pas que ça marche jamais, mais chez nous ça a complètement un planté. exemple concret. Pour donner une règle générale, dès qu'on s'est tourné vers des projets nouveaux et qu'on a porté ensemble des projets nouveaux, ça s'est fait de manière extrêmement simple, souple, parce qu'il y avait un projet politique commun, parce que la dynamique commune était forte, et ça s'est fait dans la confiance, et ça s'est fait sans forcément qu'on ait besoin de créer des structures juridiques communes. On a, comme ça, créé des emplois qui sont partagés à échelle de plusieurs organisations de Bigre. On n'a même pas créé de groupement d'employeurs ou choses de gars. Voilà, il y a une organisation qui continue à assurer la fonction d'employeur et puis qui refacture un bout du salaire aux autres, etc. Ça se passe très bien. En revanche, toutes les actions où on a voulu mutualiser des choses qui étaient déjà au cœur de nos métiers, des fonctions qui étaient déjà préexistantes, là ça a été vraiment une très grosse galère et avec un succès assez mitigé sur certaines choses. Quand on se lance dans la mutualisation de la paye à échelle de 12 coopératives différentes, en se disant voilà, on va pondre 7000 bulletins de paye tous les mois et voilà, c'est 2 ans de travail acharné, tout le monde est épuisé. Et pour autant, ça ne marche encore pas tout à fait très bien. Voilà. C'est des fausses bonnes idées, quoi. C'est des fausses bonnes idées. Alors, j'en tire pas une règle générale, mais je pense qu'en effet, dans des organisations comme les nôtres, où les projets politiques sont forts, la culture fondatrice est forte, les questions de gouvernement de l'entreprise sont fortes, etc., on ne mutualise pas si facilement que ça des fonctions qui sont au cœur des machines, et qui ont été construites petit à petit pour répondre exactement au projet politique qui est porté et qui n'est pas tout à fait le même que celui du voisin. Où ça peut se faire, mais ça peut aussi se faire dans la beurre. Ouais. Il faut le savoir dès le départ. Oui. Bon, sur ces propos positifs, pour conclure, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Morgane, je suis sûr que tu as une question. Sachant que Philippe, il y avait toute une page. Non, du coup, c'est pas forcément une question, mais c'est une réflexion courte qui m'est inspirée par le titre, où au final, on a mutualisé les compétences et l'emploi pour coopérer. On a un peu, dans la réflexion de l'œuf et la poule, comme si la coopération était la fin et pas l'objectif. Dans la coopération au sens large, ou dans l'accompagnement à la coopération, on a tendance à dire
coopérez pas juste pour coopérer, il y a un projet derrière, etc. Or, effectivement, là, l'exemple en Basse-Normandie, où parfois, j'imagine dans Copanam, il y a des gens qui viennent simplement pour coopérer, sans savoir dès le début ce qu'ils vont y faire, pourquoi ce qu'ils vont y trouver, etc. Et parfois, la coopération juste en tant que telle, le besoin ou l'envie de faire quelque chose ensemble, on l'a vu aussi ce matin sur Tours, sur le collectif, ça peut être en soi quelque chose de positif, et puis ça se construit au fur et à mesure, quoi. Ce côté un peu, voilà, coopération égale moyen et ou objectif à terme, c'est assez intéressant, voilà. Morgane a quand même une question. Finalement, je me dis que là, même le fil rouge qu'on va avoir sur la table ronde avec le numérique aussi, c'est de voir qu'à chaque fois, on est sur des outils. Là, par exemple, c'est l'outil de l'emploi, et c'était bien d'avoir des premières interventions sur d'abord quelle a été la démarche, parce que c'est finalement un état d'esprit et une envie de faire ensemble des choses, et après de voir qu'il y a des outils qui existent. Mais en tout cas, je voulais savoir, en tout cas pour les deux premiers intervenants, parce que Isabelle t'expliquait qu'il y a eu une démarche d'explication des différents types de coopération, et après on s'est donné l'idée de savoir qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Est-ce que vous, dans vos démarches, vous avez eu des présentations de différents types de coopération? Finalement, vous avez fait des choix. Est-ce que cette coopération, elle s'est imposée à vous? Pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre? Voilà, mais ça peut être aussi conjoncturel. Il n'y a pas... C'était tout pour les news. Moi j'ai juste une petite question. Partant du principe que peut-être tout le monde en fait ne vient pas pour coopérer, est-ce que finalement je pense par exemple aux associations sportives, est-ce qu'il y avait des associations sportives ou des gens qui viennent dans une CAE qui viennent en fait au départ juste pour dire je viens parce que j'ai un besoin très égoïstement, je n'ai pas envie de payer un salaire à temps plein, je vais partager. Est-ce que du coup en fait comment finalement cette démarche leur permet peut-être pas à un moment de découvrir autre chose et de se dire sur un besoin qui était au départ un besoin très pratique, j'ai découvert le fait que dans le collectif je peux faire autre chose. Est-ce que c'est vous quelque chose que vous percevez ou pas? Alors, je vais répondre rapidement aux deux questions. Il n'y a pas eu d'autres outils proposés, sachant qu'on faisait déjà de l'emploi mutualisé. Donc en fait, nous, on avait une activité qu'il fallait qu'on fasse rentrer dans des cases, et on cherchait lesquelles, en gros. Et quand j'ai trouvé ce principe des groupements employeurs, j'étais allée voir le directeur du travail de l'époque, qui m'a dit, mais de toute façon, Profession Sport, c'est du Canada Dry, ça a l'odeur et la couleur d'un groupement employeur sans en être un. Donc je me suis dit, c'est peut-être effectivement la bonne case, voilà. Et ça s'est fait comme ça. Et à vrai dire, on n'en a pas essayé d'autres. Après, oui, tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, la coopération, elle n'était pas évidente au départ, et elle n'est toujours pas aujourd'hui pour bon nombre d'associations, et même des collectivités, très clairement, qui adhèrent au groupement employeur simplement pour répondre à un besoin d'emploi à temps très partiel. Et l'idée, c'est d'avoir pas recruté, je parlais de saisonnalité, à La Rochelle, il y a pas mal d'acteurs qui ont besoin de compétences tous les étés. Et l'idée, c'est pas de reformer des saisonniers chaque année, mais d'avoir les mêmes personnes qui reviennent tous les ans. Et le reste du temps, en fait, ils travaillent ailleurs. Et d'ailleurs, c'est un peu, et ce sera ma conclusion, la limite un peu de l'exercice du groupement employeur aujourd'hui. Je vous ai expliqué les limites fiscales. Quand on n'était pas en groupement employeur, qu'on s'appelait Profession Sport, et qu'on était expérimental. On est allé un peu fouiller sur tout ce qui pouvait se faire en termes de mutualisation. Et une de nos meilleures réussites, en fait, c'était le mixage privé et public, marchand, non marchand. Parce que le mélange des genres sur un territoire, c'est vraiment la réussite de la consolidation d'un poste. Et on avait créé à cette époque les emplois bleus, parce qu'on avait des éducateurs sportifs qui intervenaient dans les collectivités territoriales et les clubs pendant l'année, la saison sportive ou scolaire, et qui se retrouvaient sans boulot pendant l'été. Et on avait fait un travail avec les hôteliers de plein air. C'était une réussite. Aujourd'hui, les règles fiscales ne nous permettent plus ce mixage-là de mutualisation. Peut-être que ces jours, on pourra le voir.
Alors sur la question de la motivation finalement à coopérer, oui, c'est une question vieille comme la coopération, mais je crois qu'il faut bien se dire que de toute façon, il n'y a pas de coopération possible si, de manière très égoïste et individuelle, je ne tire pas de la coopération une valeur ajoutée, un bénéfice quelconque, quoi. Donc je crois qu'il faut pleinement accepter ça. On n'entre pas en coopération de manière désintéressée ou militante. Et parfois ça arrive. Hein. Moi, comme ça, des exemples en tête de personnes qui ont vraiment voulu rentrer à l'intérieur de Copanam en disant je viens parce que politiquement il y a un truc voilà, auquel je crois, etc. Ça s'est jamais bien passé. Jamais, parce qu'en réalité, il y a un équilibre dans la coopération entre ce que je reçois et ce que j'apporte, et quand il y a des équilibres, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça provoque quelque chose qui est assez malsain, quoi. Donc, voilà. Je comprends pas, moi, on me dit qu'il y a des gens qui tapent tous les jours à la porte parce qu'ils ont envie de travailler avec Stéphane Veillard. Oui, certes, mais après, je leur dis combien ils vont être payés et ils repartent. C'est ça le problème. Bon, donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de coopération possible s'il n'y a pas un intérêt, vraiment. Après, il y a 1000 manières de vivre la coopération. Moi, j'avais encore une réunion hier avec tout un tas de copanamiennes et de copanamiens qui ont envie de devenir associés, qui prenaient des renseignements pour savoir, et qui étaient tous là dans une démarche de « mais je ne peux pas devenir associé parce que je ne vais pas pouvoir m'impliquer dans la coopération, je ne vais pas pouvoir y consacrer du temps, je vais pas... » Et ce à quoi je leur répondais, on leur a toujours répondu, mais vous savez, quand vous êtes associé d'une coopérative ouvrière, déjà il y a un bout de votre salaire qui est transformé en capital social et donc en fonds propres pour la coopérative tous les mois. Donc même si vous venez jamais aux assemblées générales, même si vous participez à rien, même si vous n'avez pas le temps, même si vous n'avez pas l'engagement, ouais, il y a déjà quelque chose de fort qui est que 3% de votre salaire brut va être bloqué et vous ne l'aurez pas dans votre poche à la fin du mois, quoi. Donc je crois qu'il y a 1000 manières de coopérer et qu'il faut... il n'y a pas de coopération réussie si on n'est pas complètement ouvert finalement à cette diversité d'implications possibles. Isabelle, c'est le mot de la fin. Je rejoins la coopération, il faut la vouloir. D'ailleurs, sur cette expérimentation de GTEC au pays du bocage, initialement, dans les premiers temps, dans les réunions d'information et de présentation, il y avait beaucoup d'acteurs. Ça s'est éclusé petit à petit et on voit bien que l'association a été créée par 8 structures. Mais pour autant, en fait, il y a plein d'acteurs qui se sont pas vus dans cette coopération proposée, ne serait-ce qu'à un moment, ils avaient parlé aussi, effectivement, pour réfléchir sur les emplois, les formations, c'était ne serait-ce que de partager entre elles leur plan de formation. Ça a soulevé un tollé incroyable. Finalement, donc, les structures qui ont accepté d'aller jusqu'au bout, de jouer le jeu, finalement, au bout du compte, elles sont 8. Mais cette charte de coopération derrière, qui permet à d'autres structures de venir participer quelque part sans avoir à accepter les règles de l'association, on voit qu'il y en a de plus en plus, parce qu'ils voient au bout de quelques années les bénéfices pour les structures qui ont créé cette association. Elles sont devenues des vrais partenaires sur les territoires avec les acteurs politiques, publics, territoriaux, et participent à la vie politique. Alors quand on voit avec les évolutions de la loi NOTRe, toutes les agglos qui évoluent, etc., et les compétences des départements, des agglos qui évoluent au niveau du social, c'est assez essentiel dans notre secteur. Et elles le voient, elles commencent à le percevoir, mais initialement, elles sont parties. Et il va aller mieux finalement, parce que ça a permis à 8 structures très motivées de le créer et que ça prenne. Donc effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Merci.